Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Geneviève Ferron-Creuset sur la thématique l'emploi en 2030. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Geneviève avec une vision extrêmement claire et extrêmement pertinente de ce qui nous attend. Allez, on y va? Expert des sujets d'investissement responsable, de responsabilité sociale en entreprise, développement durable, responsabilité sociale en entreprise, les deux notions ne se recoupent pas. Donc étant passé par des postes, création d'une agence de notation extra-FI, voilà. Directrice DD de groupe Eiffage et environnement. Et maintenant, pour faire plus simple, je suis cofondatrice d'une cabinet de conseil en stratégie, mais sur les modèles hybrides, de gouvernance. Alors je les trouve plus aventureux au sens où ils ne se projettent pas comme nous pouvions le faire dans le travail avec. Alors quand je dis nous, c'est notre échelle générationnelle, c'est ni toi ni moi, mais peut-être ne se projettent pas comme un havre de sécurité au sens je m'y installe, j'y reste et je m'installe dans une durée de temps, un laps de temps long. L'entrepreneuriat a repris des galons. Le besoin de sens, il s'exprime aussi en toile de fond par rapport au sujet de société, d'inégalité, changement climatique. Il y a une insécurité totale et on voit que les acteurs traditionnels n'y répondent pas. Pour autant, l'entreprise reste un lieu d'accomplissement. Mais à ce moment-là, puisque la grande entreprise, telle qu'on la conçoit, est accusée un peu de tous les maux, d'avoir été complice, entre guillemets collaboratrice des grands dommages socio-environnementaux, pourquoi pas me réaliser moi en créant mon espace, mon écosystème entrepreneurial. Donc c'est plus un écosystème entrepreneurial en 2030, que je crée ma start-up tout seul avec une bande de potes. C'est plus de la mobilité, de la capacité d'actionner des complémentarités. Mais l'entreprise, elle va bien. C'est-à-dire que ces jeunes-là, le travail reste et restera, à mon avis, un lieu de réalisation. Les valeurs des entreprises, j'ai l'impression que c'est absolument pas incarné, qu'elles ont été achetées sur étagère et qu'elles veulent rien dire. Parce qu'il y a un problème de dissonance et d'incohérence. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, ce que j'observe, un fossé entre ce que les entreprises affichent comme valeur et avec la réalité qui est ressentie. Après, il faut faire le tri entre les actionnaires et puis entre les entreprises familiales et les grands groupes. Et les grands groupes, ils ne peuvent pas porter des valeurs, entre guillemets, qui sont raccord avec une histoire familiale, avec un territoire, etc. Les grands groupes sont des acteurs mondialisés, les dirigeants sont des mercenaires, ils ont été choisis, d'ailleurs la génération de dirigeants qui est à la tête de ces groupes, elle a été choisie pour une chose qu'ils savent faire très bien et pas autre chose, c'est le ratio EBITDA sur le chiffre d'affaires, donc il ne faut pas leur demander de donner du sens. Et voilà. Peut-être qu'il y aura une deuxième génération de managers après qui s'occupera aussi de nourrir le sens et de répondre à ces angoisses. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ratio EBITDA sur le chiffre d'affaires. Donc, entre les entreprises familiales, parce qu'on voit que les Français aiment plus les PME, se retrouvent plus avec des boîtes, peut-être que c'est en trompe-l'œil aussi, mais tu peux encore te raccrocher à un récit. Il y a un fil narratif qui vaut ce qu'il vaut. D'ailleurs, les valeurs sont implicites. C'est assez intéressant de voir qu'on est plus dans l'implicite. Et les grands groupes qui sont passés par des plateformes de com, des machines de guerre, parce qu'ils sont dans un exercice extrêmement formaté, mais en même temps avec une vacuité qui est terrible. Et donc, c'est cette vacuité que ressentent les jeunes générations. À quel moment on prend conscience que ce modèle économique est un modèle de prédation, pour faire court, pour arrêter de tourner autour du pot, voilà, qui est un modèle de prédation qui est finalement qui s'évalue sur des données parfaitement incomplètes, parce qu'on est incapable d'appréhender les dommages d'ailleurs sociétaux, environnementaux, sociaux qu'on génère, même dans une logique de risque, je ne parle même pas dans une logique de sens. Dans une logique de risque, de dire mince, il y a des trous dans la raquette, là il y a des choses qui vont nous revenir en pleine poire. C'est-à-dire que si on continue comme ça, les dommages environnementaux dont on n'est pas incapable de les chiffrer, de les appréhender, ça va être des facteurs de risque pour nos business, pour des risques de sécheresse, inondation, machin. Peu importe que le fait qu'on adhère ou pas à un besoin de sens de l'humanité, de renouer avec un peu plus de tempérance ou même de beauté, d'élégance, que tu veux. Mais même ça, on ne les a pas, si tu veux. On est toujours dans une approche qui est uniquement financière et de court terme. Est-ce qu'on pourrait, pour commencer, avoir une forme de comptabilité de long terme ? Le long terme, c'est pas quelque chose d'abstrait.
La seule chose qui change aujourd'hui, c'est que ce long terme qui était uniquement appréhendé avec des questions de faisabilité économique ou de mobilisation de capitaux, ou attendre que les clients finalement adhèrent à ton truc et à ton innovation, mais c'était uniquement sur des sujets qui étaient finalement des sujets d'usage. Le long terme, il se colore d'autres choses, il se colore de deux menaces qui sont une menace environnementale, enfin changement climatique, qui est le méga-train du changement climatique, et puis les inégalités que ça crée à la fois sur des inégalités qui vont générer de l'instabilité dans les sociétés, des migrations de ceci, et puis en plus tu as un deuxième méga-trend qui arrive qui est l'IA. Donc tu as deux méga-trends qui se télescopent. Dans la logique de risque, c'est beaucoup plus tangible. Un manager qui est aujourd'hui, qui a 60 balais, qui n'est pas... on lui a dit toute sa vie, on lui a dit qu'il était le sel de la terre parce qu'il est sorti des meilleures écoles. Il a magnifiquement bien réussi, à supposer que ce soit vrai, parce qu'il a toujours réussi à serrer ses coûts, à maîtriser ses achats, à délivrer, comme on dit en langage financier, à dégraisser quand il fallait, etc. Et le changement climatique, on ne se parle même pas en rêve, il n'a aucune sensibilité là-dessus. Aujourd'hui, ce manager-là, il est obsolète. Il faut vite qu'il parte. Il faut vite qu'ils partent. Le problème, c'est que ceux qui arrivent et qui vont être choisis dans les conseils d'administration, il faut qu'ils aient d'autres qualités qu'il ne faut pas que ce soit des cost killers. Pour moi, un dirigeant aujourd'hui, pour moi, donc ça ne mange pas de pain, c'est bien sûr quelqu'un qui est un fin stratège, qui sait prendre des décisions, qui a des valeurs, et qui a le sens du temps long. Voilà. Et j'ai rajouté quelque chose, ça fait le lien avec les valeurs, et c'est quelqu'un qui se préoccupe de la dignité de l'homme au travail. Il y a un besoin de sens et puis de réalisation, d'estime de soi, etc. Il y a tout ça. Ça, c'est vraiment l'école blanc. L'école blanc, ils appuient sur cela. Moi, je ne me ferai absolument aucun souci. Pour eux, compte tenu de la polarisation du monde du travail, eux, ils vont trouver. Ce qui est inquiétant, paradoxalement, les ouvriers spécialisés, ceux-là, ils trouveront aussi. Ce qui fait que, dans les deux cas, ils sont quand même frappés de la même chose, mes cols blancs et ceux qui ont une expertise technique forte, ils sont frappés d'une forme d'obsolescence des savoirs. Ce qui veut dire que l'entreprise a une mission éducative très forte. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'allouer des sommes beaucoup plus conséquentes dans la formation, dans la montée des compétences, là tu es une entreprise qui sortira de toutes les façons des rails parce que tu failliras à deux choses, on revient à mon sujet, c'est-à-dire faire en sorte que ton entreprise soit toujours à l'affût et affûtée, et deux choses, tu failliras à ta mission éducative, c'est-à-dire de donner du sens et de la cohésion. Puisque même si tu dois remettre à disposition du marché des personnes dont tu n'auras plus besoin des compétences, au moins ta responsabilité sociale, ça aura été de les former pendant le temps de leur passage dans ta boîte. Quand tu les remettras à disposition du marché, ces personnes trouveront beaucoup plus facilement. J'ai rien contre les employés de bureau qui font leur taf, etc. Mais ce qui est évident, c'est que ces professions-là, elles vont être impactées les premières. La polarisation du monde du travail, elle est en cours. D'ailleurs, tu fais toutes les statistiques qui montrent l'effondrement des classes moyennes. C'est très simple, encore une fois, soit tu investis énormément dans la formation, mais c'est quasiment de la veille permanente pour savoir quelles seront... parce que on est dans la destruction continue. C'est-à-dire que les compétences, tu disais non mais ça c'est bon, je peux le faire, la machine ne va pas le faire, non, la machine elle va le faire, et puis de toute façon ça va aller à une allure telle que se posera la question aussi d'autres formes de solidarité à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Le concept de portabilité, le concept de non-présentéisme, le concept d'écosystème, d'auto-entrepreneur, poussé à l'extrême d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire, parce que tu as à ta charge, tu gagnes peut-être mieux ta vie, mais à ta charge, tu as absolument tu es entrepreneur de toi-même, c'est-à-dire de ta sécurité, de ton niveau de risque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solidarité nationale. Et que donc ça fait une société très éclatée entre ceux qui peuvent la bonne école, la bonne mutuelle, la bonne université. Donc on a ce modèle-là. Bon, comme tout ce qui est aux États-Unis arrive en Europe, je pense que ce modèle va arriver en Europe. Il est déjà un peu arrivé en Europe. L'Angleterre, à ce titre-là, est intéressante, avec les contrats de travail
qui sont quasiment à l'heure. Ce que je peux dire sur la France, c'est que le dialogue syndical tel qu'il est parti aujourd'hui, qui est très rétif sur toutes les formes de portabilité, enfin, chaque fois qu'on laisse, on ouvre un peu la porte au risque ou à l'intrapreneuriat. Attention, ceinture bretelle, oui, mais il faut qu'ils aient droit à ça, à ça, à ça. Donc en fait, tu annules d'un côté ce que tu donnes de l'autre. Donc c'est peut-être louable, mais c'est complètement inopérant et inefficace. Et surtout, le dialogue social, on a l'impression qu'il est comme il est encore sur de la création d'emplois, quel que soit l'emploi, et c'est un peu des cliquets anti-retour. Dire une fois que tu as créé de l'emploi, tu ne dois plus pouvoir le défaire. Tu vois, c'est des vannes anti-retour en permanence. Mais si tu crées des vannes anti-retour en permanence, eh ben, il n'y a plus de vannes, et puis surtout le système ne peut plus se transformer. Il y a aussi une question de transformation de cette mentalité-là. Si on parlait des dirigeants, il y a aussi la mentalité des leaders syndicaux. Il faut aussi changer le logiciel. On est dans un rapport de force aujourd'hui qui est en train un peu de s'épuiser. Je vois comment, avec le vieillissement de la population, les besoins de la dépendance de plus en plus forts, les besoins de financement de retraite, la formation des jeunes ou pas jeunes diplômés, le fait que tu en aies touché, quoi qu'on arrive, quoi qu'on fasse, on a encore 100 000 jeunes qui sortent, ce qu'on appelle l'acronyme, sans forme ni en emploi, ni en formation, ni rien. Les migrations qui vont connaître une tension pas possible avec beaucoup de jeunes, et puis c'est plutôt des jeunes que des familles ou des personnes âgées qui vont venir sur le marché aussi de l'emploi et qui rentreront sur ce marché. Et on va voir comment ou pas elles pourront être intégrées avec dignité, c'est vraiment tout le sujet. Plus le méga-thème changement climatique qu'il y a, de toute façon on n'en parle pas, c'est permanent. Et puis surtout avec, si je puis dire, des représentations de la société française, elle fonctionne encore avec, et c'est formidable au moment où c'est arrivé, avec les acquis du Conseil national de la résistance. Comment on fait? Voilà, comment on fait? Donc c'est pour ça que pour moi, ça va forcément craquer. Alors, moi, une de mes réponses, c'est peut-être la pensée magique, c'est l'Europe. Si on arrive à penser en termes européens, sur un espace européen, des mutations, là, probablement qu'on arrivera à trouver une voie de passage. Mais si on est dans la rétractation sur un petit espace national, compte tenu des thromboses qu'on connaît, c'est même pas possible. Déjà, il y a une question de ne pas faire d'éducation de masse, pour commencer. Paradoxalement, je pense que là où l'IA ne pourra pas faire grand-chose comme nous, c'est sur notre fibre, on va dire, créatrice. Donc tout ce qui pourra valoriser, encourager la créativité, il faut y aller à fond. Parce que c'est le seul pouvoir qu'on gardera encore un peu sur les machines, et encore. Et c'est paradoxal ce que je dis, mais les apprentissages par cœur, les fondamentaux, absolument, une maîtrise totale des fondamentaux, mais au-delà, c'est des choses qui vont devoir se revoir avec qui vont évoluer. Tu vois, même la question, c'est pas tellement la question de parler l'anglais, parce que maintenant Google, tu vas avoir des traducteurs instantanés de conversation, mais c'est là tout ce qui va éveiller la curiosité et la créativité. C'est la seule chose qui fait qu'on va rester des êtres humains. L'environnement, c'est trop tard. On va subir des contre-coups. Alors, on va bien faire sur valoriser nos déchets, un mix énergétique décarboné, etc. Il faut y aller. Mais les méga trends sont là. Donc, économie circulaire, décarbonation. Mais c'est l'humain le plus important. Et si je reviens à l'entreprise, il faudrait que les dirigeants soient réellement les dirigeants de demain qui vont prendre la tête de boîte, les administrateurs, parce que c'est la gouvernance, c'est un jeu de gouvernance. C'est ouais, tu gères bien ta boîte, mais tu fais en sorte que les personnes qui travaillent soient formées, c'est-à-dire que tu as un budget de formation et d'éducation. Enfin, vraiment, tu mets beaucoup de recherche, tu mets beaucoup d'innovation dans la gestion des ressources humaines, parce que si sur ce plan-là, l'entreprise faillit, si on n'est plus capable de préserver ce que j'appelle la dignité dans le monde du travail, alors on aura lâché sur tout. Merci Geneviève pour cette interview, pour tes propos. À bientôt. Avec plaisir. L'interview est maintenant terminée. Ce fut un vrai plaisir pour moi de passer ce long moment, ce long échange avec Geneviève. Si je dois retenir finalement 3 éléments. 1, il va quand même falloir faire évoluer notre mode de gouvernance. 2,
Doit-on encore revenir inlassablement? Malheureusement, c'est tellement vrai sur ces problématiques écologiques. N'est-ce pas trop tard, finalement? Et le dernier point, et c'est surtout celui-là que je vais retenir, parce qu'il est plein d'espoir, c'est le mot formation. Formation et formation. Ça me donne des idées, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, finalement, de tout ce que nous a exposé Geneviève sur cette vision que l'on peut avoir pour les années, les décennies même à venir? Allez, à vos commentaires.